Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Alors vous l'aviez peut-être vu, nous l'avions signalé la semaine dernière, John Greenwald du Black Vault avait annoncé avoir récupéré de la documentation sur le fameux cas du Japan Airlines, le vol numéro 1628, un événement très célèbre en ufologie qui s'est déroulé le 17 novembre 1986 dans le ciel de l'Alaska. Jazz Show a eu la très bonne idée de récupérer ces documents et d'en faire une synthèse. C'est l'article que nous vous livrons aujourd'hui et qui est paru dans The Debrief. Bonne écoute. Dans la soirée du 17 novembre 1986, le vol 1628 de Japan Airlines, un avion cargo Boeing 747-200F, était en route de Paris vers une escale à Anchorage en Alaska, avec comme direction finale Tokyo. L'équipage de 3 personnes était dirigé par le pilote Tenju Teruki qui allait rapporter une rencontre apparemment inexplicable dans le ciel du nord de l'Alaska alors qu'ils approchaient de l'aéroport d'Anchorage. L'histoire racontée par le capitaine Teruki, potentiellement corroborée par son premier officier, Takanori Tamefuji, et son ingénieur de vol, Toshi Tsukuba, allait devenir l'objet de légendes. Pour cette raison, toute personne ayant un intérêt, même modéré, pour le sujet OVNI UAP a probablement entendu parler de l'incident qui est devenu l'un des rapports les plus controversés d'une rencontre avec un engin inexpliqué dans nos cieux par un pilote de ligne commerciale. L'incident a été mis en avant dans plusieurs programmes télévisés et docu-séries et présenté comme l'un des rapports d'OVNI les plus convaincants de l'histoire moderne. En plus du témoignage oculaire donné par les 3 membres d'équipage lorsqu'ils ont été interrogés au cours de l'enquête qui a suivi, la FAA a finalement fourni des données radars de l'événement et des transcriptions des conversations de la tour radio avec l'avion. Cependant, des questions sur l'événement ont rapidement surgi, amenant certains à se demander si le capitaine Teruki avait vraiment été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, une grande partie des informations de la FAA semblait avoir disparu au fil des ans, bien que divers éléments puissent encore être trouvés en ligne. La démystification des rapports d'OVNI était déjà une industrie florissante au milieu des années 80, et l'incident du vol 1628 de Japan Airlines a fait l'objet des mêmes enquêtes sceptiques que tous les autres. Cependant, ce mois-ci, l'archiviste des documents du gouvernement de la FOIA, John Greenwald, propriétaire du Black Vault, a terminé une quête de 17 ans pour acquérir l'ensemble des documents de la FAA issus de cette enquête, dont une grande partie aurait été détruite. À la suite d'une mise à jour qu'il a publiée cette semaine, The Debrief s'est penché sur cette mine de documents pour voir si des réponses plus définitives concernant cette affaire de longue date pourraient être découvertes. Vous pouvez lire des récits beaucoup plus longs de l'histoire en ligne, mais nous fournirons la version miniature de l'histoire ici pour aider nos lecteurs à démarrer. Le soir en question, alors qu'il approchait d'Anchorage, l'équipage de GAL 1628, principalement Teruki, a signalé avoir vu 2 objets brillamment éclairés à gauche de son avion. Après les avoir initialement ignorés, supposant qu'il ne s'agissait que d'un trafic commercial ou militaire aléatoire dans la région, les objets se sont rapprochés de l'avion cargo et auraient commencé à voler à côté de lui. À ce moment-là, Teruki a contacté par radio la tour de contrôle d'Anchorage pour demander s'il y avait d'autres trafics dans la région. On lui a dit qu'il n'y en avait pas, mais la tour a dit aux pilotes qu'ils enregistraient d'autres embarcations à proximité, mais seulement par intermittence. Le pilote a obtenu la permission d'entreprendre une série de changements de cap et d'altitude pour éviter une éventuelle collision, mais les objets ont continué à suivre le jet. Au plus proche, le capitaine Teruki a signalé que la cabine de l'avion était brillamment éclairée et que l'équipage pouvait sentir de la chaleur émaner des lumières. Les 2 objets sont finalement partis, mais ils ont ensuite été remplacés par un engin beaucoup plus gros que Teruki décrira plus tard comme un vaisseau-mère traînant derrière eux. Cette chasse s'est poursuivie jusqu'à ce que la Japan Airlines 1628 s'approche de l'aérodrome d'Anchorage. Le vol a ensuite atterri en toute sécurité et sans incident. En lisant tous les documents de la FAA, de nombreux détails apparaissent, dont certains semblent étayer les versions des membres d'équipage, tandis que d'autres fournissent du carburant aux sceptiques. La FAA est traditionnellement très réservée quant aux discussions sur les observations anormales, mais elle a mené ce qui semble être une enquête très approfondie de cette affaire. D'intérêt potentiel est le fait que le gouvernement a retenu
et mis en évidence un article publié par Philip J. Klass dans le magazine Special Reports à l'été de l'année suivante. Klass était bien connu comme un sceptique des récits de rencontres d'OVNI et il a étudié toutes les données à la recherche d'explications banales sur ce qui s'était passé. Fidèle à son habitude, il a cité de nombreux problèmes avec les informations qui avaient été fournies et a développé des explications alternatives pour certains des témoignages de l'équipage ainsi que les données collectées par la tour de contrôle. La détermination finale à laquelle Klass est parvenu était que les 2 premiers objets brillamment éclairés vus par l'équipage étaient très probablement des étoiles brillantes furtivement visibles à travers la couverture nuageuse sporadique et que le vaisseau mère derrière le vol était probablement la planète Jupiter. L'officier des affaires publiques de la FAA en Alaska semblait plus que satisfait d'accepter l'analyse de Klass. Il a déclaré publiquement que son agence n'avait pas les ressources ou le mandat du Congrès pour enquêter sur les observations d'objets volants non identifiés. Certains des problèmes initiaux dans les moindres détails de l'enquête viennent avec les transcriptions des entretiens réalisés avec l'équipage. Par exemple, l'entretien avec le capitaine Terauqui, mené par Richard Gordon, le directeur du bureau régional des normes de vol, semble assez cohérent. Mais malgré la présence d'un interprète, l'entretien semble avoir été mené en anglais et la maîtrise de la langue par le capitaine semble au mieux limitée. Il décrit les différentes lumières qu'il a vues et les événements dont il se souvient, mais une grande partie est déformée. Il décrit également avoir tenté de prendre une photo des objets avec son appareil photo. Mais l'intervieweur passe beaucoup de temps à lui poser des questions sur les précédentes observations d'OVNI qu'il avait signalées. C'est quelque chose que Klass a relevé, décrivant Terauqui comme un répéteur d'OVNI parce qu'il avait déjà signalé 2 observations précédemment. Klass décrit cela comme un drapeau rouge, ce qui implique qu'en tant que croyant, Terauqui a peut-être simplement vu ce qu'il voulait voir. Bien sûr, d'autres pourraient soutenir que Terauqui était un expérimentateur régulier et plus susceptible d'avoir de telles rencontres. Le capitaine a plus tard fourni un ensemble complet de notes sur son expérience où il a fait preuve d'une certaine poésie, fantaisie au sujet des ovnis. D'autres problèmes se posent avec les entretiens réalisés avec les 2 autres membres de l'équipage. L'entretien avec le premier officier Takanori Tamefuji s'est également déroulé en anglais malgré la présence d'un interprète. Une grande partie est à peine compréhensible, mais il explique qu'il ne pouvait pas voir grand-chose de ce qui se passait à gauche de l'avion en raison de sa position sur le côté droit du cockpit. Lorsque les objets étaient directement devant l'avion, il les décrit comme étant seulement des lumières et il ne pouvait pas dire s'il distinguait des étoiles. L'entretien avec l'ingénieur de vol Yoshi Tsukuba est beaucoup plus concis. La première question de Tsukuba est « Puis-je parler japonais ?» L'interprète s'en charge à partir de ce moment-là et le dossier est présenté de façon assez claire et cohérente. Il semble prêter au moins une certaine crédibilité au récit du capitaine, décrivant 2 types de lumières qui n'étaient pas des lumières de ville, mais il ne pouvait pas non plus distinguer aucune sorte d'engin ou de structure. Ce n'était que des lumières. C'est assez différent des descriptions du capitaine. La meilleure donnée de cette collection est peut-être la transcription du trafic radio qui a lieu pendant tout l'événement. Il couvre une période de plus d'1 demi-heure, commençant lorsque le capitaine Terauqui signale pour la première fois le trafic inattendu dans son voisinage et se prolongeant jusqu'à ce que l'avion atterrisse à Anchorage. Il comprend les informations de JAL 1628, de 2 contrôleurs aériens dans la tour, du Centre de commandement des opérations régionales militaires locales, le ROCC, et de 2 autres avions qui ont finalement été entraînés dans l'action. Il y a plusieurs moments clés dans la transcription qui peuvent nous offrir un meilleur aperçu de ce qui s'est passé. À 2h25, tout en heure UTC, le contrôle du trafic aérien indique à Japan Airlines 1628 qu'ils ont détecté un radar à 5 miles derrière eux et leur demande s'ils sont d'accord. Le capitaine rejette cela, disant que la cible est presque droit devant eux. On demande au ROCC s'ils ont quelque chose sur le radar et ils disent qu'ils ont une surtension autour de l'avion de ligne, mais soupçonnent que cela pourrait être erroné. Le contrôle du trafic aérien indique que ce n'est pas erroné et qu'il voit 2 cibles, mais peu de temps après, il indique qu'il a également perdu la trace radar. Une autre station de contrôle du trafic aérien à Fairbanks rapporte également n'avoir rien vu sur le radar, à l'exception du vol Japan Airlines. C'est un indice important car il nous amène aux données radar stockées fournies par la FAA. Après l'analyse des retours, la FAA a conclu
que ce que la tour de contrôle voyait, et qu'aucun des autres systèmes radars n'a vu, était très probablement une cible principale et de balises non corrélées. Ceci est similaire à un phénomène observé avec les systèmes radars de surface sur les navires de guerre connus sous le nom de retour fantôme. Il représente un cas où le récepteur du système radar écoute et capte un signal à un moment incorrect du cycle de réception, donnant l'impression qu'un objet réel est dans une position différente de celle qu'il occupe réellement. Class a également repris cette explication. À 2h40, alors que personne d'autre n'a identifié un autre engin dans la zone, la tour demande au capitaine s'il aimerait que le ROCC embarque un jet pour venir chercher l'autre engin. Le capitaine Terauchi répond immédiatement en disant « négatif, négatif ». Dans ses notes, Terauchi affirme qu'il se souvenait d'histoires sur des avions militaires déployés pour enquêter sur des ovnis et volant à leur risque et péril. Il ne voulait donc pas les mettre dans ce genre de position. Plus loin dans la transcription, un avion cargo commercial de l'United Airlines et un C-130 militaire sont tous deux détournés dans le champ visuel du Japan Airlines 1628 et rapportent n'avoir vu que le vol Japan Airlines dans le ciel. Cette histoire a été couverte tellement de fois dans les séries télévisées inexpliquées et par les blogueurs ufologues que beaucoup dans les cercles ufologiques semblent la considérer comme un évangile. Et les descriptions de certains de ces événements avec lesquels ils s'appuient pour plaider leur cause lui confèrent certainement la patine de la vérité. Mais lorsque vous allez plus loin dans les détails granuleux, certains des défauts de l'histoire deviennent quelque peu flagrants. Nous ne devrions pas négliger le capitaine Terauchi simplement parce qu'il a signalé plusieurs incidents ou parce qu'il est un croyant. De nombreux expérimentateurs rapportent des observations multiples. Mais cela dit, d'autres détails trouvés dans ces données devraient nous faire réfléchir. Aucun des deux membres d'équipage n'a confirmé avoir vu autre chose que des lumières, tandis que le capitaine a décrit un objet avec des buses. Les équipages des deux autres avions n'ont rien vu du tout. Sur 4 systèmes radars distincts, 2 n'ont produit aucun retour. On a eu un problème momentané qui semblait erroné, et le dernier a acquis brièvement une cible, si ce n'était pas aussi un problème, qui a tout simplement disparu. Certains diront que la technologie observée par l'UAP est si avancée qu'elle peut probablement échapper au radar. Et c'est un point raisonnable, mais si oui, n'échapperait-il pas à tous les radars plutôt qu'à certains d'entre eux ? Sans vouloir jeter d'eau froide sur le témoignage de qui que ce soit, un examen détaillé de ce paquet de la FAA laisse de multiples trous dans l'histoire qui, au minimum, devraient nous laisser la possibilité de reconnaître les arguments avancés par les sceptiques. L'histoire de la Japan Airlines 1628 se résume au témoignage oculaire d'un seul témoin. Plusieurs autres observateurs entraînés n'ont rien vu ou ont signalé des lumières qui auraient pu être des étoiles ou des planètes. Et le type de données techniques que nous recherchons tous comme preuve à l'appui, comme celles qui ont été proposées dans certaines des rencontres de la Navy dont nous avons discuté ici, n'est tout simplement pas évident. Le lecteur est laissé à lui-même pour décider, mais sur une analyse plus approfondie, cet incident d'OVNI largement popularisé ne semble pas aussi fort et aussi solide que les médias populaires voudraient nous le faire croire lorsqu'il est soumis à un examen minutieux.